Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau GM MVX. Vous m'avez manqué. Putain, j'ai l'impression de faire une pécresse, quoi. Comme chaque mardi et chaque vendredi en français et chaque mercredi en anglais, nous sommes en direct pour commenter l'actualité Web3 et interviewer les personnalités de l'écosystème. Vous pouvez évidemment ensuite retrouver le replay sur les plateformes de podcast habituelles, sur notre chaîne YouTube, mais également sur la plateforme Web3 Cyborg. Aujourd'hui, je suis avec Foudre, analyste on-chain sur Multiversix et rédacteur tech au Journal du Coin. Salut Foudre, comment vas-tu? Hello, hello. Bah écoute, la forme et toi? Ça va Tu super nous bien. es de retour? Oui, 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 après quelques jours à Aix-en-Provence, je vous recommande, c'est trop mignon et gourmand, hein. Voilà, si vous êtes en plein régime, n'allez pas à Aix-en-Provence. Je suis également avec Philippe qui vient de monter, fondateur de CryptoBay et développeur sur Multiversix. Salut Philippe, comment vas-tu? Salut Jérém, bah écoute, ça va bien. J'espère que de ton côté aussi, hein, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu dans le GM1VX. Ça fait plaisir. Mais ouais, encore un vendredi et on est ready. Super sujet sur la table. Eh ben super, en tout cas vous avez tenu haut la main le format mardi et mercredi et la semaine prochaine également, puisque je serai également absent. Je suis aussi avec évidemment mon ami de toujours, Arnaud, ambassadeur Atom Protocol et entrepreneur. Ça va mon Arnaud? Salut mon Jérém, ça va très bien. Écoute, ça va très bien. Je peux pas faire de la redite, tu nous as manqué, c'est cool de te revoir. Et puis bah écoute, la semaine prochaine, tu profiteras à nouveau de ta coupure. Eh ben ouais. Et on a aussi Joachim, l'équipe est au complet ce matin. On a Joachim, cofondateur de Gaopa Labs et contributeur évidemment de toujours de Multiversix. Salut mon Joachim, comment vas-tu? Bonjour, j'ai droit à un nouveau titre, ça fait plaisir. Ouais, je sais pas, je me suis chauffé là. Non, non, j'aime bien. Ouais, Contributeur MBX, j'aime bien. contributeur de Contributeur de MVX. toujours. Ouais, t'as vu? Oui, de toujours en plus. Pas depuis Genesis, mais presque. Je vais Ouais, je très l'ai. bien, merci. Bon, bah Ravi d'être là ce super. matin. Et puis on a également donc notre invité du jour qui est déjà là, à qui j'ai proposé de monter plus vite que prévu, puisqu'on va parler halving. Et puis bah, voilà, comme je l'ai précisé ailleurs, qui de mieux qu'un expert du mining pour venir papoter avec nous halving. Salut Florent, comment vas-tu? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Ouais, Les pieds un peu moins mouillés aujourd'hui. Là, on est tous à Dubaï pour l'événement token de 2049 et on va fêter le halving ce soir. exceptionnel. Alors par contre Florent, le son est pas génial. Il est un peu Alors faible, un attends, peu je vais voir. étouffé. Donc, est-ce que tu peux essayer de corriger ça en attendant qu'on commence l'émission? T'inquiète pas, on n'a pas d'urgence. Yes, yes, je vais voir ça. Euh, Alors, avant de vous donner le programme, je tiens évidemment à remercier notre partenaire, l'école de formation blockchain Alira, qui vous offre 100 euros de remise sur l'ensemble de ces formations en utilisant le code GRM100. Donc, n'hésitez pas à venir en DM si vous souhaitez des informations sur les formations, les méthodes de financement. Et je vous mettrai en relation directement avec eh bien, l'école qui vous donnera toutes ces informations. Alors, au niveau du programme, le numéro de ce matin va être assez court, puisque à 11h30 aura lieu Clash de Blockchain, troisième édition. Donc, à 11h30, pile pétante, on doit clôturer, les gars. OK? Donc, d'abord, on fera une petite chronique, un petit point sur le halving. Et puis ensuite, eh bien, on recevra Florent pour une interview. Il nous parlera de son parcours, de Blob, évidemment. Et puis voilà, ça fera la transition avec le halving. Vous allez voir, normalement, ça va bien se goupiller. Alors, avant de commencer, on va mettre un petit point sur le compteur de retweets. Et puis, on va voir si on est bon, parce que sinon, on commence pas. Hein, on commence, c'est la règle. Vous connaissez la règle maintenant. Alors là, on est combien? On est 19 et il n'y a que 5 retweets. Voilà, donc les gars, évidemment, les calculs sont pas bons, hein. Donc, allez, on appuie sur le petit bouton riposte, hein. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'on se paye, nous, hein, on se paye avec des retweets, tu vois. On est même 21, les gars. Donc là, voilà, il faut du retweet, sinon on commence pas. Comment s'est passée votre semaine, les copains, en attendant? Bah écoute, ça va, hein. On a eu le space, Joachim et moi, mardi, mercredi. Premier space hosté, alors c'était intéressant, pour être honnête. C'est une expérience que j'invite beaucoup de gens ici à essayer de reproduire. C'est très formateur.
Mais bon, voilà. Après, à côté de ça, j'ai été malade, donc ça a été un peu dur de faire semblant sous Doliprane et tout ça, mais voilà. Non, bonne semaine. Pas mal de choses ont été annoncées à la token de 2047 là, à Dubaï. Je pense qu'il y a pas mal d'informations à essayer d'absorber et à suivre dans les prochaines semaines. Et sinon, bah, le halving va prendre la place, hein. Le marché est en folie et je pense que le halving est pour quelque chose, mais on en discutera après. Ok, trop cool. Bon, le compteur est bon, à peu près, hein. De toute façon, les gars, on n'a pas trop le temps, donc on y va. Alors, je vais vous faire une petite chronique sur le halving. Et puis ensuite, on ouvrira la discussion à tout le monde, évidemment. Alors, contrairement à ce qu'annonçait BFM il y a quelques semaines, le halving du Bitcoin, hein, c'est pas la réduction par deux de la valeur de Bitcoin, hein. C'est la réduction par deux du nombre de Bitcoin minés, générés par la blockchain à chaque bloc, environ toutes les 10 minutes. Ces bitcoins ont vocation à récompenser les mineurs qui ont participé à la validation des transactions qui se trouvent à l'intérieur des blocs. Ce principe d'émission monétaire déflationniste, puisque c'est la réduction par deux, donc ça se réduit, s'oppose diamétralement avec le système fiat, euro, dollar, etc., au contraire, qui a tendance à faciliter la création monétaire en cas de coup dur notamment. On y reviendra juste après. Là, sur Bitcoin, le code détermine que tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans, la création de Bitcoin sera donc réduite de moitié. Un petit point d'historique, à son lancement en 2009, la blockchain Bitcoin émettait 50 Bitcoins à chaque nouveau bloc. Un nombre qui a donc été réduit de moitié à chaque halving pour atteindre aujourd'hui 6,25 Bitcoins par bloc. Lorsque le quatrième halving aura lieu, aujourd'hui, entre 14 et 16 heures, on ne sait pas exactement, l'émission donc de Bitcoin passera à 3,125 Bitcoin par bloc. Alors, vous pouvez trouver plusieurs comptes à rebours sur Internet pour savoir voilà, quand aura lieu exactement le halving. Alors, si on fait un peu de mathématiques, je me suis amusé ce matin. Et qu'on calcule à 3,125 Bitcoin par bloc, environ toutes les 10 minutes, ça fait environ 165 000 bitcoins minés par an. Avec 19,4 millions de bitcoins en circulation, ça fait une émission à peu près de 0,85% par an. Et en fait, c'est beaucoup moins, par exemple, que l'or, avec un taux d'émission à peu près entre 1,5 et 2% par an. Et surtout, si on met en parallèle avec les monnaies fiat, c'est beaucoup moins que l'euro, où le taux de croissance de M3, M3 en gros, je vous le fais simple, c'est la masse monétaire, hein, ok. Sur les 10 dernières années, c'est entre 3 et 5% de création monétaire. Ok. Et le dollar, écoutez bien, alors eux, ils prennent plutôt le M2, mais bon, peu importe, rentrons pas dans le détail. Sur les 10 dernières années, on est entre 5 et 8% d'émissions monétaires, sans parler de la période du Covid, où elle a été, cette émission monétaire, autour des 20%. Ok, donc déjà, ça vous permet de mettre un peu en parallèle ces choses-là. Évidemment, c'était à l'origine de l'ambition de Satoshi Nakamoto que de créer un système de paiement pair à pair beaucoup plus contrôlé, on va dire. Alors, sachant que le nombre de bitcoins est fixé à 21 millions au maximum, d'accord, il n'y en aura jamais un de plus qui sera miné, et considérant les prochains halvings, on estime que le dernier bloc sera miné en 2141. Certains se posent la question, mais après 2141, sachant qu'il n'y aura plus de Bitcoin, comment ça va se passer pour récompenser les mineurs? Bon, bah, à ce moment-là, les mineurs seront récompensés avec les frais de transaction, donc comme aujourd'hui, hein, mais il n'y aura plus de Bitcoin qui leur seront offerts. Alors, du point de vue des mineurs, la récompense va donc être réduite de moitié. Donc, on va en parler tout à l'heure avec Florent, évidemment. Et du point de vue des investisseurs, cette réduction de moitié de la création de Bitcoin représente un événement important. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que donc réduire la quantité de Bitcoin créée, donc potentiellement augmenter sa rareté, à condition que la demande augmente plus vite que l'émission. Vous l'avez bien compris. Et le deuxième élément, c'est qu'historiquement, le halving est précurseur d'une phase haussière très importante dans les 6 mois à 1 an après le halving. Alors, ce cycle-là est un peu différent puisqu'on a déjà tapé la TH avant le halving, notamment avec l'arrivée des ETF. Alors, moi, ce que j'aimerais, et j'ai vu ta main foudre et je vais te donner la parole tout de suite, mais d'abord, c'est à votre avis,
quel sera l'impact du halving cette année? Est-ce qu'il sera différent des années précédentes? Alors là, on est sur de la pure spéculation, évidemment. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à corriger ou abonder à ma petite présentation. Vas-y, Foudre. Désolé, je te coupe en plein milieu ou t'as fini? Non, ça y est, j'ai fini. Ok, excuse-moi. Parce qu'en fait, je cherchais exactement la réponse que je voulais donner, parce que je voulais donner une petite anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'arrête en 2140? Bah, en fait, on fait moi alors je me permets, hein, j'imagine que juste on fait un calcul, en fait. Toutes les 10 minutes, un bloc, truc, tout, ça réduit tous les 4 ans et puis, on a juste à filer l'équation et à la fin, on arrive à 2041, non? C'est pas ça? Bah, en fait, si tu veux, si on divise par deux, on pourrait diviser par deux jusqu'en 2100, l'an 3000, si on voudrait. Ah mais On oui, pourrait tu faire on pourrait raison! faire le paradoxe de Zénon, si tu veux, qui est de diviser toujours par deux jusqu'à. Mais tu Et en grave fait, raison! et en Alors fait, vas-y, ouais. alors pour la petite histoire, c'est que la valeur en fait qui code le nombre de rewards en Bitcoin à chaque bloc, elle est codée sur 32 bits, je crois. Et du coup, bah, en fait, ça t'oblige à t'arrêter au bout de 32 halving, qui nous amènera en 2100, c'est 40. Et du coup, bah, en fait, comme à la fin, bah, t'as que des zéros et tu peux plus diviser par deux la valeur, et ben en fait, ça s'arrête. Et ça s'arrête pas à 21 millions, ça s'arrête à 20 millions 99999 quelque chose et des brouettes, quoi. Mais c'est pas 21 millions pile. Voilà, pour la petite Un peu histoire. moins même, un peu moins que ça. Même. C'est pas 64 bits avec 8 décimales? C'est possible, mais je veux dire, c'est que tu peux diviser que 32 fois, si tu veux. Je OK. sais plus exactement si c'est vraiment 32 bits, mais... Ouais, ça dépend si on fait sur. Ouais, on va pas rentrer dans les détails techniques. Mais, ouais, très bonne. Mais alors, il y aura aussi, je crois, 1,4 ou un peu plus de Bitcoin qui ne seront jamais mintés parce qu'un des mineurs a refusé de miner ces rewards-là et les a rejetés sur le network. Donc, du coup, en fait, on n'atteindra jamais ce 20 millions 9999, mais un peu moins. OK, trop cool. Et alors, Florent, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as quel est ton avis, toi, sur halving et notamment sur la partie mineure? Comment est-ce que les boîtes, les multinationales du mining, selon toi, comment elles se préparent à ça? Parce que c'est quand même pour eux une réduction par deux de leurs revenus, en fait, on peut dire. Yes, yes. Alors déjà, dis-moi, est-ce que tu m'entends mieux ou pas? J'ai pris mon casque avec le micro. Si c'est pas ça, c'est que j'ai un autre souci que Bah, le en fait, le micro. son est un peu étouffé, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Mais bon, on t'est entendable, hein, mais c'est un peu C'est un étouffé. peu mieux quand même, Jérôme. Ah, C'est un tu peu trouves? mieux. Ouais, c'est un peu mieux, franchement. Ah, alors soupir alors. Alors, je sais pas si c'est peut-être le VPN comme je suis à Dubaï qui fout peut-être la merde. Je sais pas Non, parce mais que j'ai un vas-y, dans super tous les casque. cas, on t'entend, il n'y a pas de souci. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va diviser par deux effectivement à l'instant T. Mais ça va pas rester comme ça éternellement. Ça veut dire qu'en fin de compte, la difficulté de minage va s'adapter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la difficulté, je pense qu'il y a plutôt des experts qui sont là parmi nous à nous Non, écouter, non, il mais y a je aussi l'explique rapidement. des newbies, donc vas-y, hésite pas, hein. Ok, donc en fin de compte, déjà comprendre d'où vient le rendement des mineurs. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, quand vous investissez dans quelque chose, le premier truc à faire, c'est de comprendre d'où vient le rendement. Et le rendement des mineurs, c'est très simple. C'est en fait compte, la blockchain, c'est quoi? C'est un grand registre comptable, ni plus ni moins, où une page doit se tourner toutes les 10 minutes sur Bitcoin, ou en tout cas en moyenne toutes les 10 minutes, et la difficulté est réajustée tous les 2000 blocs. Euh, et pour sécuriser ce grand registre comptable, il faut valider chaque page, donc les blocs. Pour valider la page, il y a un code secret à trouver. Et en fin de compte, toutes les machines du monde font du brute force. Elles essayent de trouver ce code. Et la machine qui trouve ce code, elle remporte deux choses. Euh, L'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur ce bloc-là. Et le bloc reward fixe, donc qui a commencé avec 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, on est à 6,25. Et dans quelques heures, on est à 3,125 bitcoins en plus des frais de transaction toutes les 10 minutes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette récompense, on peut la voir comme une pépite d'or et qu'on mettrait dans un tas de sable, ou si on était là, toi et moi, tous les deux, tout au début de Bitcoin, on chercherait à main nue dans ce tas de sable cette pépite d'or. Si on l'a trouvée en 5 minutes plusieurs fois de suite, l'algorithme, il va se dire, merde, les cons, ils n'arrêtent pas de la trouver en 5 minutes, je vais augmenter la difficulté, je vais doubler la taille du tas de sable. Pour que statistiquement, la prochaine fois, il la trouve en 10 minutes.
En gros, il augmente la complexité du mot de passe. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante avec des milliers et des milliers, voire des millions de bulldozers, donc des machines ASIC, des machines dédiées à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque machine déjà n'a pas le même prix de l'électricité, elle n'est pas hébergée au même endroit, et surtout, elle n'a pas la même efficience. C'est-à-dire qu'il va y avoir des générations plus récentes et des générations plus vieilles. Admettons qu'on a 3 générations de bulldozers sous nos yeux. Un bulldozer, et attention, les chiffres que je vais donner sont à titre purement vulgarisation pour comprendre. Si tu as des bulldozers qui consomment 10 euros de l'heure, 7,50 € de l'heure et 5 € de l'heure, mais que le gain moyen en face de la montagne, parce qu'on fonctionne tous avec des poules, c'est vrai que j'ai bypassé le truc des poules, mais on fonctionne avec des poules qui permettent de gagner un gain au prorata et pas d'espérer d'avoir la pépite d'or une fois tous les 8 mois. Il faut bien comprendre que si le gain moyen en face, il est de 14, bon, tout le monde est rentable. Mais là, dans quelques heures, c'est plus 14, c'est 7 €. Donc là, il y a quasiment tout le monde qui passe non rentable à l'instant T. En tout cas, les anciennes générations. Ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas débrancher, ou pas tous. Enfin, il y en a beaucoup qui vont débrancher, mais pas tous, pas tout de suite. Ils vont attendre 2 choses. Soit que le prix du Bitcoin remonte, comme ça il repasse rentable, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la place dans le data center, parce qu'une fois que tu laisses ta place, quelqu'un d'autre vient la prendre. Soit parce qu'ils ont des contrats futurs avec les énergéticiens, et en général c'est plutôt ça, ce qui veut dire que tu es obligé de consommer ton électricité, ou en tout cas de la payer, quoi qu'il arrive, donc tu mines à perte. Et c'est là les plus résilients qui vont rester en place. En attendant quoi? En attendant que les autres ils meurent autour, parce que quand les autres vont mourir, ils vont quitter la montagne, tous ces bulldozers. En quittant la montagne, la difficulté va descendre, donc la montagne va diminuer de taille, et ainsi le rendement sera plus de 7 € de l'heure, mais de nouveau 7,50, 8. Ah, il y a une génération qui est de nouveau rentable, 8,50, 9, 10, 10,5. Et si le prix du Bitcoin il remonte, parce qu'en fin de compte, le mining, c'est d'un marathon suivi d'un sprint. Le sprint, c'est quoi? C'est quand d'un coup le marché il part en parabole. Est-ce que ça arrivera encore une fois que d'un coup le marché part en parabole? Bitcoin, je sais pas, en 24 heures à 150 000 ou à 200 000 ou en une semaine? Je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois, c'est arrivé. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que d'un coup, tu rentabilises 1, 2, 3 ans de mining qui étaient avec des rendements sympas, mais pas non plus délirants pour les années précédentes. Et c'est pour ça que c'est important d'être en place avant ça. C'est vraiment important. Voilà comment ça fonctionne globalement. Et si je devais finir sur le halving, donc effectivement, nous, on a que des machines dernière génération, mais on en a aussi des plus anciennes. Ça va favoriser la sécurité de Bitcoin. Et alors là, on va me dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de dire la difficulté va baisser à l'instant T, mais ça va être mieux pour la sécurité de Bitcoin. Ouais, parce qu'en fin de compte, là, on estime entre nous, entre confrères, à plus de 900 000 machines des États-Unis S19 qui vont migrer vers l'Éthiopie. Il y a des gros barrages, il y a un gros barrage en Éthiopie, il y a des grosses fermes qui ont été construites cette année là-bas. Et l'Éthiopie, c'est la plupart des boîtes, ce sont des boîtes russes ou alors des pays des BRICS. Et en fin de compte, ça décentralise le hash rate. Les Américains commencent à avoir beaucoup de hash rate. Et en fait, les halving permet une redistribution du hash rate mondial pour à chaque fois en fait envoyer les anciennes générations dans des pays où l'électricité est moins chère. Bon, si c'est moins cher, c'est qu'il y a toujours un risque, il y a toujours un inconvénient en face. Ok, Voilà. Florent, merci pour ces éclaircissements. J'ai reçu plein de messages en privé en disant mais il est bon ce gars, mais il est clair, mais il explique super bien, etc. Non, je pense qu'on n'aurait pas pu recevoir meilleur invité pour nous éclairer sur ça. Merci beaucoup. Et puis en parlant d'invités clairs et fun, on reçoit Daniel. Salut Daniel, comment vas-tu? Salut, on m'entend bien? Ouais, ça va. Ah Daniel, bah, très clair le jeune homme, il pourrait faire une BD. Hein. Daniel, j'ai vu passer ton post sur LinkedIn dans lequel tu parles du halving et j'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer un message ce matin au saut du lit en disant allez viens. Viens t'abuser, viens jouer avec nous. Ah bah C'est tu ça. sais, j'ai pas pu m'en empêcher. Enfin, j'ai pas pu m'en empêcher. Pour être très sincère, Jérôme, j'ai hésité parce que je me suis dit tellement tout le monde part du halving, je veux pas faire comme tout le monde. Non, Et mais il t'as y une a, façon de faire sympa, toi. C'est différent toujours. ouais, je sais, je suis pas comme les autres. Non, blague à part, il y a Laurent de 20 minutes qui m'a contacté la semaine dernière. Et ils ont fait un post. Alors moi j'étais très heureux parce que dans 20 minutes France, ils fassent un post sur le halving et ils ont contacté. T'avais Laurence Merlin, t'avais Pierre Noisat, tu vois, de PayPal. En fait, ils ont contacté que des experts. Et je me suis dit déjà,
petit 1, média, mainstream, contacté expert, Bitcoin à la une, c'est rare. Enfin, tu sais, c'est une combo qui est rare. Et je suis très content. Et pour le coup, si tu lis le truc de 20 minutes, j'ai été assez, vulgaire dans le sens accessible et rigolo. Et ça m'a donné des idées. Bah, pour le coup, j'ai fait ce petit post tout à fait, vraiment. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous le résumer un peu à l'oral parce qu'il y a des références qui sont amusantes. Bah, plusieurs choses rapides, c'est que en fait, très souvent dans les médias, quand on aborde le halving, on aborde le halving sous les aspects techniques, qui est de dire, bah voilà, on a divisé la création monétaire des blocs par 2, d'accord. Une fois que tu as dit ça, bah en fait, c'est aucune prouesse technologique, hein, il suffit de mettre la ligne de code et d'assurer que le code fonctionne bien. Après, la question que se pose, c'est de savoir est-ce qu'avoir une monnaie, pourquoi on fait ça? Bah, on fait ça pour qu'en fait, à un moment donné, la monnaie soit finie. Une fois que tu as dit que la monnaie est finie, est-ce que c'est une bonne chose? Bah, tu vas avoir des prix Nobel qui vont te dire que c'est bien, tu as des prix Nobel qui vont te dire que c'est mal. C'est clairement une croyance monétaire, hein, de savoir si c'est bien d'avoir une hard monnaie ou pas. Bon, il s'avère qu'ici, on est plutôt de la croyance hard. Et puis après, la question c'est de se dire, c'est comment ça se fait que en fait, t'as pas besoin d'un seul juge, d'un seul avocat, t'as pas besoin d'une seule compliance pour faire en sorte que ce halving se mette en place. Parce que, comme là, David, on l'a souligné ton invité tout à l'heure, bah, ça consiste quand même, dans un premier temps, à diviser, pas complètement, parce qu'il y a toujours les frais de transaction, mais quand tu es mineur, tu sais que demain, ça va pas être pareil qu'avant-hier, tu vois. Il y a un truc qui va se passer. Tu vois, tu vas avoir quand même une réduction assez notable de tes revenus. Mais c'est accepté dans la croyance que c'est nécessaire, et ça, je trouve ça fascinant. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si à un moment donné, tu avais un président, un ministre, un juge qui arrive, qui te dit on va réduire la production de cuivre par 2 mondialement à partir de demain, parce que c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour l'économie du cuivre, c'est mieux pour la société, et vous allez le faire. Et c'est fait, et tu n'as pas besoin d'un coup de marteau de juge pour que ça se fasse. Et ça, je trouve ça fascinant. Tu vois, c'est ça qui est au-delà du consensus numérique, du mur d'énergie, au-delà de tout ce qu'on se dit en permanence, c'est le fait que, voilà, en plus, après, tu me diras, c'est un peu dictatorial parce que personne ne remet en question le truc, parce que si tu remets en question, tu es éjecté du réseau, ou tu vas faire un truc à côté et tu seras, tu vas faire ta bande à part et personne ne te suivra dans ta bande à part, ou 2 ou 3 illuminés. Mais en fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est ça. C'est le fait qu'on a réussi à trouver un système où, en fait, les règles sont appliquées sans avoir besoin de porte-avions et tout le bazar habituel pour appliquer des règles, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est hyper cool. J'ai piné, j'ai mis en commentaire l'article, enfin le post LinkedIn que tu as fait. Je l'ai mis en pin sur le Space, comme ça, si les gens veulent aller le lire en intégralité. On a Olam aussi qui a demandé la parole. Salut Olam, comment vas-tu? Salut, très bien et vous? Ça va toujours, hein. Qu'est-ce que tu C'était veux nous dire sur Halving, mon frérot? c'était juste pour rebondir sur ce que Daniel disait sur 20 minutes. Moi, je tiens à les féliciter parce que 20 minutes, en fait, ils ont un projet que certains connaissent derrière qui s'appelle 20 Mint, Tout à où fait. justement, ils ont essayé de se décentraliser en grande partie et donc tu pouvais minter, je crois, ta vieille machine à écrire. J'en ai une, moi. Ouais, et en fait, Elle vaut plus rien. c'était simplement pour dire ça, c'était pour dire à Daniel et en tout cas ceux qui ne connaîtraient pas ce projet, du coup, ça ne m'étonne pas que 20 minutes, justement, derrière, soit aller chercher des experts pour avoir la bonne information et pas juste balancer un peu tout et n'importe quoi. Et donc, Ouais, il est pas impossible que Romain soit un peu sur le coup, hein, ouais, c'est possible. Ouais. Bon, toi, j'imaginais, Daniel, que tu savais. Après, pour ceux qui connaissent pas le projet 20 minutes, bah, félicitations à un média comme 20 minutes, justement, tout public, d'être allé chercher On va les justement. recevoir, tiens. Allez, on Bah, va tant les mieux. recevoir. Tu les connais, toi, Daniel? Oui, et en fait, ils ont eu Alors, ça m'a fait très plaisir parce qu'ils m'ont invité pour Alice. Lors de la publication d'Alice, c'est Ok. la première, si mes mémoires est bonne, c'est la première fois que je passe en caméra pour Alice. C'est avec eux. Oh, le beau gosse. Et après, t'as fini à BFM. Oh là Bah, là, to the moon, le Daniel. To the moon, hein, veut dire. Ok, tu mets en relation avec leur rédacteur en chef ou quelqu'un? Ouais, je commence à le faire là.
Allez, comme ça, on les reçoit parce qu'effectivement, je me rappelle, j'avais minté une de leurs machines à écrire, donc j'ai suivi un peu le truc. Puis j'aime bien, hein, je pense que ce sera des invités un peu différents des autres et c'est ce qu'on aime ici. Ok, je ne sais pas si Joachim, Foudre, Philippe ou Arnaud, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le halving ou voilà, ou un angle différent. Ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour sans rentrer évidemment dans des spéculations de comptoir? On essaye de faire un peu mieux ici. Non, juste rejoindre que j'ai une super machine à écrire moi aussi. Mais à part Ah ça. ok, bah, super. Alors, on a donc fait la même chose à l'époque. Vas-y Arnaud. Ouais, je voulais rebondir sur justement l'intervention de Daniel que je trouve super intéressante parce qu'en fait, ce côté immuable en fait, c'est programmé et il y a ce côté, bah, code is law, quoi, la loi, c'est le code. Et en fait, Bitcoin impose sa loi à toute une industrie, tout un marché. Quand on entendait tout à l'heure Florent qui expliquait ce qu'est aujourd'hui l'écosystème Bitcoin, on se rend compte que en fait, Bitcoin à lui tout seul, c'est un monde, quoi. Oui, Et c'est totalement. passionnant, en fait, de voir que ce monde est régulé par une monnaie qui, effectivement, n'attend la permission de personne pour avancer. Mais qui en même temps, s'il n'y avait pas les humains qui l'accompagnaient, ben, elle n'existerait pas. Tu vois, il y a une espèce Clairement. de symbiose. Moi, à un moment donné, je crois que je vais faire un post, je vais dire que Bitcoin est un texte constitutionnel. Allez, je vais bien faire chez les juristes avec ça, tu vois. Mais en fait, Bitcoin, le code de Bitcoin, c'est un texte constitutionnel. Tu vois, et à partir de ça, tu fais Lightning, tu fais tout ce que tu veux autour, quoi. Et d'ailleurs, toi tu viens le 26, mon Daniel? C'est la semaine prochaine, je crois, non? Tout à fait, la semaine prochaine, avec Excellent. l'équipe, pour l'instant, on n'a pas écrit une ligne. On a un rendez-vous cet après-midi pour pas paniquer. Alors, de ce que j'ai compris, tu me dis, Jérôme, on est bien d'accord qu'on va avoir des effets sonores si tout se passe bien. Ben, en fait, vous avez le compositeur, interprète, réalisateur avec vous dans l'équipe. Donc en fait, moi je sais pas, je vous laisse faire moi, hein. D'accord, ok, parce que pour Mais le coup, oui, il est avec vous. on C'est va quand même, Rismouth. on va quand même pas lui envoyer le script 2 heures avant pour qu'il mette le son. Donc on va essayer de faire ça un peu plus vite que de coutume pour effectivement que les choses soient faites. On fera un petit test pour s'assurer qu'on écoute tout le monde avant la représentation. Comme ça, on n'aura pas le chagrin Ouais. de la dernière fois. Et donc oui, et puis il y a un dernier point, et après je vais vous laisser parce que j'ai des distinctions à distribuer, c'est que ce que disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, en plus, il y a un darwinisme économique qui fait que le halving, bah en fait, d'une manière, alors je vais peut-être le dire de manière un peu galvaudée, mais d'une manière, tue les mineurs qui ne sont pas efficaces. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu. Alors là, on est plus dans le côté la main invisible d'économie agressive, tu sais, du darwinisme économique. C'est en fait, bah, un mineur qui est pas efficace, bah, il survivra pas au prochain halving. Et en fait, je trouve ça assez, alors sain, sauvage, mais sain. Et donc, bah voilà, donc, tu vois, en quoi c'est un écosystème? J'adore. C'est tout. Citation, s'il te plaît. Faut que ça sorte, ça. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Bon, c'est pas sympa pour les mineurs qui. Non, mais tu vois ce Non, que je veux mais dire, c'est exactement tout, quoi. ça. C'est exactement ça. C'est comme se faire liquider. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Ça machines assainit de le marché. mining, bah ouais, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les machines de mining, leur prix change en fonction du marché. Donc, des gens qui rentrent au mauvais. Florent, on t'a perdu. Vas-y, Joachim. Dernière intervention et après on passe à l'interview et en parallèle, je règle le problème technique de Florent. Tu sais que quand tu dis dernière intervention, tu sais que Foudre va lever la main. Tu sais, Ouais, c'est une certitude. C'est comme le prochain bloc de Bitcoin, c'est une certitude. Alors, pour ma défense, j'ai levé la main exactement où il a dit dernière intervention. Non, donc, moi, Non, mais je les l'ai gars, vu. il est 10h30. Non, Donc, en allez. fait, les gars, allez, il faut qu'on avance. Je vous rappelle qu'à 11h30, je dois fermer. J'ai pas le choix. Et puis, de toute façon, après, c'est l'interview de Florent. Donc, on va continuer à en parler d'Alving, vous inquiétez pas. Non, Vas-y, c'était Joachim. par rapport donc à ce que Daniel disait sur la survie des mineurs. On a vu donc évidemment la création des pools pour que les rewards soient plus distribués et pas donc attendre que peut-être un jour on touche les rewards. Mais en plus, on voit quand même cette idée d'utiliser du Bitcoin comme le minage de Bitcoin pour l'utilisation d'énergie qu'on peut pas utiliser ailleurs.
Par exemple, il y a beaucoup d'endroits qui sont isolés, où on pourrait faire des centrales hydrauliques ou autres, qui ne sont pas intéressantes parce qu'il y a trop d'énergie qui est perdue pendant une trop longue partie du temps, qui fait que ce n'est pas rentable. Et c'est là où on peut imaginer un futur, j'ai envie de dire, où le Bitcoin, qui est souvent critiqué d'un point de vue écologique, arrive à tenir main dans la main parce que justement, il permet de pérenniser économiquement des incentives qui ne le seraient pas sans le Bitcoin. Ok, écoute, en attendant que Florent monte, vas-y, Foudre. Oh bah, il est juste là, donc. Non, vas-y, il est en train de Ok. demander la parole. Vas-y. Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est surtout que c'est un des premiers systèmes, si tu veux, qui arrive quasiment à empêcher le dilemme du prisonnier, d'un point de vue théorie du jeu. Et ça, je trouve ça assez Tu peux pas incroyable. nous parler de la balle au prisonnier sans nous expliquer qu'est-ce que c'est. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Un peu Alors, de théorie des jeux, je suis d'accord. Allez, Alors, le dilemme du prisonnier, en fait, c'est imaginez 2 prisonniers qui sont chacune dans une pièce, et on leur dit vous pouvez soit coopérer, soit dénoncer l'autre, et si vous je l'ai pas comme ça, et ça va me saouler. Non, Désolé. en gros, Je l'ai pas assez clair dans la tête. Quelqu'un Ah, saurait non, expliquer. si, je le connais. Ouais, Ouais. En Daniel. gros, soit tu te tais, soit tu dénonces ton pote. D'accord. Et en fait, si les deux se taisent, bah, les flics ils sont emmerdés parce qu'ils n'ont pas de preuves. Donc ils relâchent les 2 prisonniers, ou ils leur mettent 1 an dans le doute pour présomption de lit de culpabilité. C'est très à la mode. Par contre, s'il y en a un qui dénonce l'autre et que l'autre se tait, l'autre il s'en va parce que c'est un accord avec le procureur, mais celui qui est dénoncé prend vraiment plein tarif. Il prend 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et si les deux se dénoncent, bah, les deux se font baiser et ils prennent 5 ans, 4 ans, 3 ans selon les modèles. Et en fait, la bonne stratégie, c'est de se taire. En fait, si les deux étaient télépathes, ils devraient se taire tous les deux parce qu'en fait, comme ça, les policiers n'ont pas de preuves et ils s'en vont. Sauf que tu prends le risque que ton pote te dénonce, qu'il se casse et que toi, tu sois en prison tout seul. C'est énorme, c'est un vrai Et comme dilemme, en fait, tu prends Ouais. un vrai risque, tu te dis bon, je préfère qu'on se dénonce tout. Enfin, je prends le risque de que l'autre me dénonce, mais moi aussi je l'ai dénoncé, donc je prends pas très cher. Et au pire, s'il me dénonce pas, bah tant pis poteau. C'est horrible hein, comme dilemme. Et en plus de ça, en fait, la partie la plus intéressante, c'est quand le jeu se répète. Parce qu'en fait, quand tu dois faire la décision qu'une seule fois, la meilleure décision, c'est évidemment de balancer ton pote. C'est triste à dire, c'est horrible, mais c'est la meilleure solution d'un point de vue mathématique. Par contre, quand tu dois rejouer ce jeu plusieurs fois, il y a cette confiance qui crée, ce qui fait que si tu balances ton pote, ton pote va te balancer au tour suivant, ainsi de suite. Et c'est là où dans tout ce qui est crypto, ainsi de suite, il y a cette répétition qui fait qu'il est extrêmement important de se faire confiance les uns aux autres, parce que si tu trahis une fois, les répercussions vont faire que tu vas perdre sur le long terme. Et après, je crois que ce dilemme, il devient de plus en plus complexe à mesure qu'il y a plusieurs prisonniers. Et là, le risque, effectivement, de se faire dénoncer devient toujours plus grand, quoi. Mais ok, super intéressant. Tu vois, je connaissais pas. Merci, messieurs, pour cet éclairage. Par contre, on n'a pas compris comment Bitcoin résout ce dilemme. Enfin, on l'a peut-être pas. Tu l'as pas explicité. Tu peux finir ton raisonnement là-dessus? En fait, si tu veux, c'est que l'alignement économique autour de Bitcoin ne favorise jamais le fait de dénoncer ou d'agir de façon malveillante, si tu veux. Ou alors, ça veut dire que tu crées ton propre fork Bitcoin. Mais dans tous les cas, si tu veux, c'est à la longue. Et comme en fait, comme le disait Joachim, en fait, ce dilemme peut se reproduire à l'infini. Et ben en fait, ça favorise toujours la collaboration. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu as un dilemme du prisonnier qui se répète à l'infini. C'est qu'en fait, les personnes qui sont collaboratives ont une espérance de gain qui est beaucoup plus élevée que les gens qui essayent de triquer les autres, en fait. Il y a énormément de travaux Faut qu'on avance, avec des messieurs. animations extrêmement intéressantes sur tout ce qui est théorie des jeux répétés. Si tu veux, Jérém, à l'occasion, si je tombe sur les liens, je les communique parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment enrichissant intellectuellement. Franchement. Ok, merci à tous. Il faut qu'on avance. Mais encore une fois, merci à tous. Merci Daniel d'être passé. C'était pas prévu. Bah, je redescends. Merci de m'avoir invité. Tu sur viens une quand petite tu veux, mon surprise. frérot. Tu sais Ah très bah, bien. je viens Tu es quand chez toi. Tu sais, frérot, je viens quand je peux. Allez, bisous à vous tous. Salut Ciao, à tous. Salut, bye bye. Allez, Florence, c'est à nous. Comment vas-tu déjà? Yes, très bien, et toi?
Ouais, ça va. Alors Florent, on va raconter comme on le fait à chaque fois, évidemment, un peu les coulisses, parce que nous, en fait, on se connaît, et on se connaît maintenant depuis plus de 2 ans. Nous étions à l'époque, on s'est rencontrés, je crois, à l'occasion d'événements crypto sur Paris, et puis ensuite, on est devenus un peu poteaux. À l'époque, tu travaillais chez Summit, qui est Ouais. une boîte qui fait, tu proposes du mining à ses clients, et à l'époque, tu les avais rejoints en tant que COO, je crois. CBO, ouais, Chief Business CBO, Officer. ouais. Ouais. Et on avait notamment papoté à l'époque de la Paris Blockchain Week, donc il y a 2 ans, à l'époque où elle était, je crois, au Palais Brongniart. C'est ça. Voilà comment on est devenus copains et ensuite on s'est jamais lâché. Puis on se retrouve évidemment à tous les événements pour, pour passer voilà, des moments sympatoches ensemble. Depuis, toi, tu as fait quand même beaucoup de routes et bravo à toi. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Est-ce que Florent, et là, on n'aura pas 2 heures comme l'interview du Crypto Daily, et Ouais, c'est pourtant, je clair. sais qu'on aura on aurait pas moins de 2 heures pour que tu nous racontes ton parcours. Mais quand même, fais-nous ton parcours en rapidos. Même avant d'arriver dans le Web3, pour arriver jusqu'à Blob. Je sais que c'est un exercice compliqué, mais je sais que tu vas y arriver. Là, je vais y arriver, je vais le faire en ultra rapide et ceux qui veulent le truc complet avec tous les trucs qui peuvent m'envoyer en prison, regardez le Crypto Daily. Je vais le mettre en commentaire parce que c'est vrai que c'était une interview très sympa. Je vais le mettre en commentaire. Vas-y. En très rapide, moi je suis technicien de formation, donc j'étais en BTS maintenance, j'ai arrêté mes études 3 mois avant le BTS pour lancer ma première entreprise, c'était une entreprise de blanchiment dentaire, donc rien à voir avec le Web3 ou rien à voir avec la technique. Je me suis planté au bout d'1 an et demi, j'ai fait de l'intérim sur des turbines alternateurs Alstom pendant 3 ans. Suite à un accident de bagnole où j'ai failli perdre la vie à l'époque avec ma femme et que je bossais 48 heures par semaine en intérim, j'ai décidé de taper sur Google comment faire de l'argent, voilà, très original. Je suis tombé sur des trucs sympas, genre le MLM, les trucs comme ça où tu baisses tes amis et ta famille en premier. Je me suis dit que c'était pas pour moi. Je suis tombé sur l'immobilier, je me suis lancé à fond dans l'immobilier. J'ai repris mes études pour avoir un CDI pour lever du levier bancaire. Je me suis embauché chez un grand énergéticien français que tout le monde connaît. J'ai bossé pendant 6 ans et demi quasiment sur un barrage hydroélectrique. Et en 2018, j'ai eu un souci de santé. J'ai fait une opération des yeux qui a mal tourné. J'ai perdu la vue à 70% sur la première. J'ai fait une deuxième opération par la suite qui m'a rendu la vue, mais qui m'a laissé une vision double permanente. J'ai perdu mes astreintes, j'ai divisé par 3 mon salaire. Ma femme s'est fait licencier au même moment et j'en passe encore des. Enfin, loi de Murphy, quoi. Tous les malheurs sont arrivés. Et quand j'étais au fond du trou, j'ai fait une matrice de décision. Est-ce que je reste chez ce grand énergéticien français ou est-ce que je fais une boîte? Parce que moi, j'ai jamais été fait pour être salarié. Immanageable, le garçon, hein, impossible. Et dans les plus, j'avais mis électricité gratuite et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec l'électricité gratuite? J'ai regardé un peu partout sur Internet et je suis tombé sur le forum 1825 là, de jeuxvideo.com, incroyable. Un mec qui avait écrit si j'avais l'électricité gratuite, je minerais du Bitcoin dans ma cave comme un porc. Et je me suis dit, mais de quoi il parle lui? Parce que moi, Bitcoin, je l'ai raté 2 fois, comme je faisais déjà du trading, des trucs et tout. Et je regarde et je fais, ok, là, il y a un filon. Il y a clairement un truc. Donc, je me mets à apprendre le truc à fond. Je me rends compte qu'Ethereum est plus rentable d'ailleurs à ce moment-là. Et je commence à mettre mes premières cartes graphiques dans mon garage. Et attends, je vérifie juste que vous êtes encore là. Parce qu'avant, Ouais, ouais, j'ai une je te perte de laisse Toujours là. connexion. dérouler, Ok, mon c'est vieux, nickel. on est là, t'inquiète C'est pas. nickel, c'est nickel. Non, je préfère pas. Je me dis pas que je parle dans le vent comme T'as avant raison, là. t'imagines. Non, Ah, le s'il y bordel. a un bug, je t'enverrai tout de Tu suite un m'écris sur message WhatsApp. sur Ok, WhatsApp, nickel. direct, t'inquiète. Ok, nickel, ma poule. Du coup, bah, je commence et des premières cartes graphiques tournent et je me dis, mais comment je. Je dis, ok, il faut que je fasse les intérêts cumulés, l'effet boule de neige. Chaque crypto que je mine, il faut que je rachète du matos avec. Et là, bah, je me fais scam comme il faut plusieurs fois sur le bon coin où les mecs ils veulent pas vendre leurs cartes graphiques contre de l'Ether. Et je me dis, ça serait formidable s'il y avait une solution escrow service tiers de confiance basée sur la blockchain où tu pouvais vendre du matos de mining contre de la crypto, quoi. Et ça n'existait pas.
Donc je me suis inscrit à tous les serveurs et Discord de mining que j'ai trouvés sur la planète, en anglais et en français. J'ai écrit partout, je les ai spammés. J'ai aidé tous les mecs à réparer leurs bécanes et tout, comme je suis électrotech de formation. Et j'ai lancé mon marketplace un mois après avec Julien, que j'avais rencontré sur ce Discord-là. Marketplace avec Iskro Service. Au début, on faisait tout à la main, puis très vite, on a payé des petits devs pour nous aider. Le but, c'était pas de faire de l'argent, c'était plutôt de connaître les prix du marché, plus se faire scammer par les mecs sur le Bon Coin et eBay, parce que du coup, le tiers de confiance, c'était nous. Donc nous, on pouvait pas se faire arnaquer, clairement. Et vraiment de connaître tout le monde. Et ça a super bien marché. Et un jour, gros coup de bol, il y a une ferme qui m'a appelé en Suisse, d'un VC qui faisait faillite. Ils voulaient vendre toutes leurs machines, ils voulaient plus entendre parler de cette merde de crypto-monnaie. Le Bitcoin venait de tomber de 6 000 à 3 000, l'Ether à 80 dollars, c'était en 2020, pour ceux qui l'ont traversé. Et moi, j'ai mis tout mon argent, enfin, j'avais 10 000 balles, j'ai dit ouais, j'arrive. J'ai acheté 10 000 balles de machines pour une bouchée de pain. Je vais même finir là parce qu'en fait l'histoire elle est longue, donc regardez-la sur le Crypto Daily. Mais grosso modo, ça m'a permis de scale up vraiment plus. J'ai installé des machines chez des collègues, puis après dans des data centers. On a commencé à monter une boîte avec Julien. Moi j'ai monté des fermes sur Paris et en France. Julien, il allait en Russie pendant 6 mois monter une ferme pour un gros groupe allemand qui s'appelait Meatech et un centre de réparation. Et après, comme tu l'as dit, j'ai rejoint Summit pour lequel je donnais du consulting, société qui nous a entre guillemets absorbés ou tués dans l'œuf, on peut appeler ça comme on veut. Bim. Ouais, je vais m'arrêter là, je me sens fier. Ouais, on a dit pas de balle perdue, Ouais. mais quand tu veux, hein. Ouais, j'y arrive pas. Tu sais que je l'ai Et vu, comment il s'appelle? Matt, je l'ai vu hier à Dubaï. Ouais. Eh ben écoute, figure-toi, moi je l'ai vu à CryptoXR. Et alors, je vais te dire, moi je m'en fous, hein, je dis les choses. À CryptoXR, tout le monde, 99,9% était sympathique, souriant, avenant, agréable, top du top, un événement de folie, tu vois. Le seul arrogant, méprisant, hautain, tout ce que tu veux, c'est lui. Et à la base, on devait le recevoir dans GMMVX. Et ben à la suite de ça, je lui ai envoyé un message en disant que non, en fait, ça m'intéressait pas. Vraie histoire. Ah oui. Mais je m'en fous, c'est la vérité. Voilà, c'est plus de balles perdues sur la bazooka. Non, mais c'est la vérité. Franchement, j'ai pas C'est- kiffé. Et nonobstant que t'es mon poteau et tout ça, tu vois, je m'en fiche. Moi, il n'y a pas de. Mais pour le coup, vraiment, j'ai pas kiffé le bonhomme. Donc voilà, il le sait et comme ça, les choses sont dites. Bien. En vrai, j'ai pas de haine contre lui, non, vraiment, pour dire, enfin voilà, même s'il y a des choses qui sont passées, j'ai aussi vécu des bons moments là-bas, et je vais te dire un truc, même si je pense que si on fait un bilan mathématique, j'ai perdu, je pense qu'au bilan humain et en termes de connaissances, moi j'étais quand même très débutant, tu vois, j'étais un technicien, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, moi j'arrive dans un milieu parisien, les mecs ils me font oui, t'as combien d'equity? Moi je faisais quoi equity, tu vois, enfin, tu vois, je veux dire, je suis arrivé, mec, je connaissais rien au jargon des startups, des trucs et tout, tu vois, Moi, je suis quelqu'un de très équitable, pourquoi tu me demandes ça Mec, je comprenais rien à rien à ce langage et en fait pendant 2 ans, tu vois, j'ai eu la chance quand même de manager plus de 20 personnes, d'avoir des super équipes. Enfin, tu vois, j'ai été tout de suite propulsé à un niveau où j'aurais pas cru arriver si vite. Même si je minais déjà beaucoup de crypto, tu vois, j'étais entrepreneur, mais du coup solo, tu vois, j'avais pas de personne à manager et tout. J'ai appris plein de choses sur la régulation, sur la compliance, sur l'analyse des tokenomics, parce que je me suis passionné pour d'autres choses que le mining, parce que Summit ne faisait pas que du mining. Mais ensuite, effectivement, il y avait une divergence de vision et de valeur en fait très forte. Et pour moi, j'étais dans la notion de coût irrécupérable et il n'y avait qu'une solution, c'était de partir en fait. Donc oui, effectivement, j'ai décidé de partir le 21 septembre. J'aime bien le 21. Et on a créé Blob directement. Et Blob, c'est quoi? Bah, Blob, c'est la société de minage que j'aurais aimé qui m'absorbe à Alors, l'époque. attends. N'allons pas trop vite, mon Florent. Alors, donc en gros, on voit ton parcours. D'ailleurs, les copains, et que ce soit en commentaire ou les personnes qui ont la parole déjà ou qui veulent la demander, n'hésitez pas si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Florent, soit sur lui, soit sur Blob, alors on va y revenir bien sûr, soit sur le marché même du minage. Alors, on en a parlé un peu en début d'émission, mais là, l'idée, c'est qu'on aille un peu plus loin, évidemment, là-dessus. Alors, d'abord, donc Florent, merci donc pour ton parcours. On comprend un peu mieux d'où tu viens, ce par quoi tu es passé, des bons moments, des moments un peu moins bons. Et là, j'ai un peu l'impression que tu es un peu
au meilleur moment de ta vie, hein. Déjà, physiquement, tu as glow up, frérot. Et moi, j'en parle parce que tu en as parlé sur LinkedIn, hein. Tu vois, pour le coup, Ouais, c'est vrai. tu as fait un post dessus. Donc voilà, tu as glow up là-dessus. Voilà, on a vu, là, tu as perdu du poids, tu t'es mis au sport, etc. Tu as monté ta boîte. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Tu avais un stand à la Paris Blockchain Week. Déjà, voilà, avant de rentrer là-dessus, moi, c'est ça qui va m'intéresser, Florent. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as l'air heureux? Et c'est quoi? C'est le fait de devenir vraiment indépendant et à ton compte qui fait que ça y est, tu es devenu un peu à l'épanouissement maximum? Ou voilà, parle-nous un peu de ça d'un point de vue assez personnel, si tu veux bien. Alors ouais, d'un point de vue perso, alors je vais pas te dire que j'ai l'équilibre, ça serait faux parce que tu le sais, je suis papa, tu vois, et donc c'est quand même compliqué quand tu es tout le temps dans le rush, tu vois. Là, je passe 2 semaines à Dubaï, mais sinon, effectivement, ouais, je pense que je suis quasiment à l'apogée, pas financièrement, mais en termes d'épanouissement personnel, ouais. Je m'étais promis une chose à la fin de la Paris Blockchain Week l'année dernière, et c'était mon dernier post LinkedIn, effectivement, c'était que tout va changer. C'est-à-dire que l'année prochaine, en fait, même, je vais voilà, confidence, j'en ai chialé de joie, tu vois, à la Paris Blockchain Week, à un moment, je me suis isolé, tu vois, j'ai dit, putain, tu vois, en mode, il y a 2 ans, je suis arrivé, la première personne à qui je parlais, je connaissais personne de la crypto, c'est un mec avec une veste orange fluo qui s'appelle Jérémy Cohen. C'était toi. La toute première, c'était un truc de dingue. Et tout de D'ailleurs, je suite, me en fait, rappelle cette veste, elle me fait rigoler parce que je me rappelle qu'un jour, tu m'as dit, s'il te plaît, garde cette veste. Comme ça, tu es un point de référence. Les gens disent, t'es où? Je suis à côté du mec avec la veste orange. Et je me exact, rappellerai toujours, on était sur les marches du Palais Brongniart, tu m'avais dit ça. exact. Et l'année dernière, tu vois, j'avais pris beaucoup de kilos hein, avec l'opération des yeux, le fait de tout le temps travailler. J'avais pris quasiment, bah, j'étais passé de 67 kilos à 96. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup. Et, euh, Et je me suis dit, c'est fini, la vie va changer. L'année prochaine, j'ai mon stand ici. Alors, j'avais pas en tête de quitter Summit encore, hein. Mais je me suis dit, j'aurai mon stand ici, parce que je me considérais vraiment comme dans Summit, quoi, hein. Et quand je vais dans un projet, j'y vais pas à moitié. Et je veux changer. Et ouais, effectivement, je me suis mis au sport tous les jours. Je me suis imposé une routine de militaire, tu vois, où bah, je lis des livres. Enfin voilà, j'apprends plein de choses et je travaille comme un dingue. Et effectivement, aujourd'hui, d'être le CEO d'une entreprise et pas le numéro 2 ou le numéro 3, en fait, ça change complètement. C'est-à-dire que les décisions, c'est toi qui les prends, même si je les prends avec mon associé. Et l'épanouissement va aussi dans le fait de me dire: «Putain, j'avais raison, en fait». J'ai eu peur, mais à chaque fois que j'ai sauté dans l'inconfort, j'ai retrouvé le confort assez rapidement derrière, en fait. C'est-à-dire que chaque décision que j'ai prise qui était méga couillue, où je me suis dit: «Oh putain, je me jette encore dans un seau de merde à arrêter mes études. Oh putain, je me jette dans un seau de merde à arrêter Alstom à 3 000 balles par mois pour reprendre mes études et faire de l'immobilier». Mais en fin de compte, et ça c'est un message, c'est pas que dans la crypto, c'est un peu pour tout le monde, c'est que souvent le confort que vous cherchez, il se trouve de l'autre côté de l'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de la zone de confort. Et c'est là qu'en fait, bah, comme 99% des gens ne font pas ça, bah, si vous voulez une vie C'est différente, bizarre, mais je malheureusement. savais qu'à ça, Arnaud allait réagir. Et là, direct, j'ai vu ces petits emojis. Arnaud, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Je sais pas, parce que tu sais comment est-ce que j'apprécie ce genre d'histoire. Je sais qu'en termes de mindset, ça te parle de ouf. Donc, vas-y, Ouais, ouais. si tu veux, bien sûr. Et après, on parlera un peu de Blob et du marché. On fait l'interview à l'envers, on s'en fiche, on est entre Yes, copains. yes, Vas-y, Arnaud. t'inquiète. Ouais, bah écoute, Florent, ouais, je veux pas forcément envie de parler de moi, mais effectivement, t'es quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Quand on t'entend, on a l'impression que t'as eu 5 vies dans ta vie. Alors que je suppose que tu es autour de la trentaine, un peu comme nous tous ici. Ouais, 33, ouais. Euh, voilà. Effectivement, bah, t'en as chié, t'as jamais rien lâché. Bravo, bravo pour ça. Et l'autre jour, je re-regardais, j'essaie de la regarder de temps en temps, cette interview du CEO d'NVIDIA devant Stanford et devant les étudiants de Stanford. Et il leur dit, euh, en gros, il dit la chose que je vous souhaite à tous, c'est de souffrir le plus possible. Parce qu'en fait, la souffrance est le plus grand des maîtres. C'est celle qui vous permet d'apprendre et de vous révéler et de vous élever. Et en fait, ta vie et ton parcours jusqu'à présent, c'est c'est exactement ça. C'est que de la souffrance qui t'amène en fait
à l'accomplissement, à l'épanouissement. Et c'est pareil dans tout, en fait, dans le travail, dans le sport. On n'a rien sans rien. Et il y a des moments où, en fait, on a l'impression qu'on va nulle part, qu'on est au fond du trou. Mais en fait, la réalité, c'est on est en train de creuser un tunnel et on va ressortir à un moment. Et c'est ce que tu as su faire. Donc, c'est, c'est, c'est très fort et très inspirant. Merci, merci. Bah, en fait, c'est ça, en fait. Quand j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs, en fait, je me suis rendu compte que bah, beaucoup avaient des histoires comme ça. Alors, heureusement, pas tout le monde. Il y a des mecs, ils n'ont pas besoin de se prendre des claques dans la gueule pour réussir et j'admire ça. En fait, moi, c'est vraiment un truc où je me dis, waouh. Parce que je pense que si j'avais pas été jeté du bateau à l'époque, peut-être il y a de grandes chances que je serais encore dans le bateau. C'est-à-dire que moi, quand je travaillais sur mon barrage, franchement, mon équipe, c'était mes frères, tu vois. On était une team de tueurs. Quand il y avait une astreinte à 1h du matin, un samedi, on y allait ensemble, on réparait et tout. C'était vraiment incroyable ce que j'ai vécu là-bas. Et je pense que j'aurais jamais quitté, je pense, cette équipe si la vie elle m'avait pas mis un kick du bateau pour me faire tomber dans l'eau. En fait, j'aurais jamais appris à nager. Ah, il y a des gens, ils apprennent à nager par eux-mêmes. C'est un peu la différence entre la motivation positive et la motivation négative. Alors que moi, j'ai eu besoin de savoir que mon foie il était quasiment flingué pour me mettre au sport. Tu vois, je me suis pas dit je vais faire du sport pour être beau, tu vois. Ça marche pas chez moi. Je suis obligé d'être au bord de la falaise et me dire bon, faut apprendre à voler maintenant. Ah, mais il y a aussi des gens qui coulent, hein. C'est vrai. Tu sais, il y a aussi des gens qui coulent. Donc, bah ouais, faut aussi reconnaître, il y en a qui nagent, qui apprennent à nager, et il y en a qui coulent. Ah, il y en a qui coulent. Et ça, c'est aussi, il faut faire attention à ça. C'est ce que je dis quand j'ai des potes, ils me disent, je vais me lancer dans le mining, je vais faire comme toi, ou je vais faire de la crypto, je vais faire comme toi. Je dis, méfiez-vous du syndrome du survivant. C'est pas parce que j'ai joué à la roulette russe et que j'ai gagné que ça n'en reste pas moins dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais à un moment de ma vie où j'ai fait all-in de mes fonds quasiment dans des machines de mining et je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc, c'est. Alors, on va maintenant passer quand même à ça. Alors, ma question, c'est problématique de marché, solution apportée. Pourquoi tu crées Blob et pourquoi le marché du minage en France, pour les particuliers et ou les entreprises, tu nous le diras, avait besoin d'une entreprise comme Blob? Je répète et je rappelle quand même qu'avant Blob, tu bosses déjà dans une boîte qui fournit une prestation de minage, on va dire, intermédiaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais. Et donc, toi, tu apportes une solution qui est un peu différente et qui répond vraisemblablement à un problème. Sinon, tu n'aurais pas monté ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parle-nous un peu de ça, si tu veux bien. Ouais, complètement. Bah, en fait, Blob, c'est très simple. Avec Julien, j'ai mis tous les problèmes sur un tableau qu'on avait rencontrés nous, ou que les problèmes avaient rencontrés. Et le fait d'être entrepreneur aussi, ça m'a clairement fait apparaître d'autres problématiques. Et j'ai tout mis sur un tableau et j'ai dit on sort pas du salon tant qu'on n'a pas toutes les solutions. Et Blob, c'est né comme ça. C'est né de notre vision pour répondre à ces solutions. Les problématiques qu'on avait vues, la première, c'était une problématique de régulation. La plupart des boîtes de mining, et désolé pour mes confrères qui le font, mais on aura un SaaS qui va sortir bientôt pour que vous soyez plus emmerdés, ils conservent la crypto de leurs clients jusqu'à la fin du mois. Okay, donc tu fais de la conservation d'actifs pendant 1 mois, ce qui t'impose normalement d'être régulé PSA ou MiCA, même si c'est que 1 mois. Donc ça, c'était la première problématique. La deuxième, c'était une problématique de mining tokenisé. Est-ce que la machine appartient au client, pas au client? Et la troisième problématique, et je vais répondre sur chaque point, la troisième problématique la plus grosse, c'était la facture d'électricité à la fin du mois. Si tu ne conserves pas la crypto des clients pour garder ta part d'électricité, ce que tu n'as pas le droit, comment tu fais pour réclamer l'électricité? Donc le client doit vendre ses bitcoins, les transformer en fiat, te payer la facture fiat, toi tu dois courir après le client. Bref, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Donc en fin de compte, nous on a basé Blob sur 3 solutions, sur 3 piliers. Le premier, c'est que la machine appartient au client. C'est pas un token, c'est pas une solution d'investissement tokenisée sur Excel ou je ne sais quoi. Enfin bref, la machine appartient au client et ça pour 2 raisons. La première, et là c'est parce que j'ai été entrepreneur que j'ai très vite compris comment ça fonctionnait, c'est l'amortissement comptable. C'est-à-dire que les machines de mining, tu peux les amortir sur 3 ans comptablement et passer en charge les legs. Et là, la rentabilité prend tout de suite un autre aspect. Et ça, tu peux pas quand tu rentres dans une solution d'investissement. Tu peux pas. Deuxièmement, c'est la régulation. C'est-à-dire que vu que c'est la machine du client, on met directement le wallet du client dans la machine. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, la crypto des clients ne passe dans nos wallets.
Donc on se place comme vendeur de hardware et hébergeur de hardware et pas comme solution d'investissement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de déclaration fiscale, mais par contre, c'est au client de déclarer sa crypto vierge au fisc de son pays, quoi. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Nous, moi, le Trust Me Bro, t'as miné ça, voici ton fichier PDF, c'est bon, j'ai vu ce qu'il en était, je connais les dérives, je connais... T'aimes pas les, t'inquiète. Ouais, j'aime pas les t'inquiètes, ouais, je me suis fait avoir avec les t'inquiètes, tu vois, donc c'est bon, je suis rodé maintenant. Donc nous, on a créé en partenariat avec Cruxpool un dashboard 100% transparent, c'est-à-dire que les clients se connectent on-chain avec leur wallet public directement et ils voient 24 heures sur 24 leur machine tourner. Et Alors ça, on vous m'a êtes dit, les ouais, seuls à le faire. Les autres, c'est sur non, je pense qu'il y en demande, a un qui... PDF. La plupart, c'est un PDF, ouais. La plupart, c'est un PDF ou un dashboard interne où tu te connectes, mais il y a un proxy derrière. Enfin, c'est du front, quoi. Tu affiches ce que Hmm. tu veux. Donc ça, c'était hyper important pour nous. On m'a dit, t'es un grand malade, Flo, les clients vont te casser les couilles parce qu'au final, quand t'as un disjoncteur qui va sauter ou quand ta machine qui est donnée pour 100 TH de puissance va donner 98 ou 96, parce que c'est le cas, hein, ils font pas tout le temps 100 piles, on va t'emmerder. Ils avaient pas tort. Mais c'est pas grave, les clients, ça s'éduque, tu vois. Ils avaient pas tort. Mais c'est pas grave, les Elle est clients, ça tellement s'éduque. Une vraie fois la que tu leur phrase as que appris une fois. elle est tellement vraie Donc, la phrase que tu viens de dire. Un client, ça s'éduque. Je crois qu'on pourrait là aussi en parler pendant des heures, mais elle est très très vraie. Moi c'est ce que je dis notamment aux clients que j'accompagne en tant que consultant et qui me disent ouais mais la commu ils vont pas comprendre, la commu va pas être contente et en fait je leur réponds cette phrase-là, une commu donc comme un client, un utilisateur, peu importe, bah ça s'éduque en fait. Si tu lui donnes des Complètement. mauvaises habitudes, bah ouais c'est mort après. Donc ouais mais je te laisse poursuivre mais c'est hyper vrai. Ouais, complètement. Et le troisième pilier, c'était le rendement passif. Parce que moi, tu vois, je suis adepte de faire le moins de choses possible, donc j'essaie d'automatiser le maximum de bordel comme je peux. Euh, j'ai dit à Julien, Julien, faut qu'on trouve une solution pour qu'à la fin du mois, on n'a pas besoin de prendre dans leur wallet crypto de faire de la conservation d'actifs, mais qu'en même temps, on n'est pas emmerdé à leur courir après pour l'électricité comme certains, quoi. Parce que ceux qui respectent le plus la règle, bah, en fait, qui veulent pas être régulés, bah, en fin de compte, ils sont obligés de courir après le client pour qu'il paye son élec à la fin du mois en euros. Et en fin de compte, on a Mais parce développé une que, juste, solution. pardon, explique-nous, Ouais. pardon si c'est moi qui ai loupé un truc, mais normalement, donc tu as un système d'abonnement, ok, où tu loues ta machine, donc il y a un abonnement, on va dire, fixe, et après, il y a une partie variable qui, elle, dépend du coût de l'électricité, c'est ça? Ah non, même pas. Nous, on loue pas les Non? machines. Ça veut dire que la machine, on la vend au client, elle appartient au client. Et ensuite, il a un contrat d'hébergement d'électricité avec nous. Ça veut dire que bah, il doit payer sa part fixe d'électricité qui bouge quasiment pas en fait, hein. La part d'électricité bouge uniquement si la machine a été à l'arrêt quelques heures ou quelques jours suite à une panne, mais c'est très rare. Donc la part d'électricité, elle est fixe. La part qui va être plutôt variable, c'est nos 10%. C'est-à-dire que nous, notre business model, on prend 10% sur le montant net miné par le client. S'il gagne de l'argent, on en gagne. S'il n'en gagne pas, on n'en gagne pas. Donc typiquement, si tu as des machines qui deviennent non rentables après halving, nous, on a zéro sur cette machine-là. Hmm. Ok. Et la solution qu'on a développée, et ça par contre, on est les seuls à le faire, ça c'est sûr 100%, c'est que Julien, il a développé un logiciel qui permet à la machine de miner dans plusieurs wallets en même temps. Donc en fin de compte, la machine mine dans un wallet l'électricité au fil de l'eau et nos frais de gestion. Et dans l'autre wallet, c'est le net du client. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, le client, il a son net directement dans son wallet, qui vient directement de la pool. Et il n'a plus à payer l'électricité, il n'a plus à payer les 10%, tout est fait automatiquement. Sauf s'il veut payer avec une société, bien sûr, pour le payer en fiat, pour le passer en charge. Mais sinon, on a créé un système complètement passif et où on ne fait pas de custody. Ok. Ok, très cool. Et donc là, pour le coup, donc vous fondez Blob, vous sortez donc le dashboard. Je crois que tu pars aussi, et ça tu peux nous raconter, parce que j'ai suivi ça un peu sur X. Tu pars dans un pays nordique, je sais plus lequel, avec deux Flandre. copains, Monsieur TK Voilà. et un Ouais. autre, peut-être ton Et associé, Julien, je mon sais plus. associé. Ouais. Ouais, Voilà, et Julien. tous les trois, vous partez en expédition. Raconte-nous un peu ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, la livraison a été retardée parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et grosso modo, je peux dire les chiffres maintenant. La livraison nous a coûté 3 fois plus cher que ce qu'on avait facturé au client en termes de livraison. C'est-à-dire que chaque machine, on avait facturé 200 balles de livraison et ça nous a coûté 500 et des brouettes pour le faire arriver plus vite en avion parce que les avions, tu payais en fonction de la date d'arrivée à cause du tremblement de terre.
Et les fournisseurs nous avaient proposé que ça arrive en bateau au mois de janvier ou février. Mais voilà, c'était 2 mois de minage en moins, quoi. Et j'avais promis aux clients qu'ils mineraient avant Noël. Donc j'ai dit, on y va. C'était la semaine avant Noël. Et tout le monde m'a dit, mais Flo, t'as pas peur, il y a eu un petit tremblement de terre, qu'il y a un volcan qui se réveille. J'ai dit, écoutez les gars, ça fait 650 ans, le volcan il s'est pas réveillé. C'est bon, déconnez pas. Il y a plus de chances qu'il arrive une dinguerie à Paris qu'une dinguerie en Islande. Ou qu'il pleuve à Dubaï alors que ça fait 30 ans qu'il n'a pas plu comme ça, par exemple. Exactement, non, exactement. Non, mais moi je suis un chat noir, c'est un truc de fou. Mais un chat noir qui rebondit plus haut à chaque fois, c'est ce que je dis, j'aime bien dire ça. C'est ouf. Et effectivement, donc Kevin il me dit, moi je dois absolument rentrer, donc Monsieur TK pour les fêtes. D'ailleurs, il a sorti une vidéo hier, tu peux la regarder, où on explique qu'on est dans la ferme en Islande et tout, sur sa chaîne, elle est sortie hier soir. Et super gars d'ailleurs, hein, franchement, si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, elle est super extraordinaire. Donc, maintenant que le placement de produit pour la chaîne de Monsieur TK est fait, je rappelle que cette interview n'est pas sponsorisée. Non, pas du tout. Donc, en fin de compte, on arrive en Islande et je sais pas, 2 ou 3 jours avant de partir, grève nationale des aiguilleurs et des contrôleurs en Islande. Tous les avions annulés, bref, en gros, tu rentres pas pour Noël, tu vois. Donc Kevin, il commence à me dire, je savais, Florent, il t'arrive toujours des dingueries, c'est une série Netflix avec toi à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Putain, maintenant, je vais pas rentrer pour Noël. Moi, je rigole, tu vois, je dis, oh, on va passer un super Noël ici, entre potes et tout. Et bon, bref, tout le monde rigole, mon associé rigole aussi. Et là, je lui dis calmement, je dis, écoute, Kevin, t'as pas le droit de m'en vouloir. Tant que t'es pas à Noël chez toi, ok? S'il va se passer un truc, j'ai dit, moi je sais comment ça arrive dans ma vie, il va se passer un truc, t'inquiète pas. Je sais pas encore quoi, mais il va se passer un truc. Viens, on va au lagon. On va au lagon, il y a le volcan qui pète. Et moi j'explose de rire, mais en mode, lui il est en panique, il est un peu anxieux, tu vois. Il est, putain, Florent, un volcan, le truc 5 km de long, l'enfer sur terre. Et moi, mais je suis. Franchement, j'arrive pas à m'arrêter. Julien, mon associé, il est mort de rire aussi. Il me dit, voilà, les voyages avec Flo, c'est incroyable. Rappelle-moi Bien sûr, moi. Accompagné en voyage. Hein, si, parce qu'il se passe toujours des trucs marrants, franchement. et là, il me dit, voilà, Flo. Je dis, on va passer un Noël et un nouvel an exceptionnel. Tu vois, je dis encore en rire. Enfin, bref. Et je lui dis, écoute, Kevin. Non, c'est Julien qui lui dit, mon associé, il fait, Kevin, ne stresse pas, on est avec Flo. À chaque fois, il se passe une dinguerie, il y a un truc mieux après. Ça se trouve, il y a un mec qui va se poser en jet privé, il va nous dire montez les lapins, je vous emmène en Europe. Tu vas voir. 2 heures après, on reçoit un appel, ou quelques heures après, on reçoit un appel des compagnies aériennes. Les Européens, rentrez chez vous, on ouvre les créneaux, la grève est annulée, rentrez vite chez vous. Et du coup, il a pu rentrer chez lui. Et moi, j'ai voulu voir jusqu'à où je pouvais pousser le destin. Donc moi, je suis resté jusqu'au dernier vol avec Tom de New Mask Agency. On allait faire la fête à Reykjavik encore, jusqu'au 23 décembre. Ouais, je voulais voir si je pouvais forcer le destin, quoi. Et oui, là, Dubaï, bah pareil, je suis dans l'avion avec Julien, et je dis à Julien, je fais, c'est bizarre, mec. Il n'y a pas une annulation de vol, il n'y a pas une dinguerie qui se passe. Putain, on va atterrir à Dubaï dans 2 heures, c'est incroyable. Et là, d'un coup, l'avion, il dit, ouais, il pleut un peu en bas, on reste 1h30 en vol. On atterrit, il commence à pleuvoir. Au bout d'une demi-heure, je vois les bagnoles qui commencent presque à flotter dans l'eau et tout. Je dis, ouais, ça y est, Julien, c'est bon. Ma vie reprend normalement. Ça y est. C'est énorme. Ouais, c'est absolument énorme. Alors, je répète, hein, évidemment, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou en levant la main. Sinon, moi, je continue. Hein. Vas-y, Philippe. Ah ouais, non. Franchement, j'ai du mal à croire ce que j'entends. Franchement, c'est incroyable. Comme a dit aussi Arnaud plus tôt, tout ce qui est la carrière professionnelle, le changement de branche, le changement de vie, le changement de mentalité. Moi-même ayant expérimenté l'entrepreneuriat, le freelancing, l'ouverture de boîtes un petit peu, et je suis toujours dans l'apprentissage. Hein, je mesure pas du tout à ce niveau-là, mais c'est une expérience très intéressante, et la manière dont tu l'as décrite plus tôt, c'était assez parlant, je pense, pour la plupart de ceux d'entre nous qui sont dans une situation ou qui ont vécu des situations similaires. Mais alors là, les voyages, mec, on peut rien pour toi, et là honnêtement, c'est incroyable. J'ai même envie de t'inviter sur mes prochaines vacances pour essayer de faire un truc un peu plus salty, si je puis dire, parce que franchement, t'as l'air de ramener soit la terreur divine, soit la preuve de l'existence, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et au niveau de la continuité, enfin, je veux dire,
Je pense qu'avec Blob, avec ce que tu es en train de fabriquer, et on en parlera plus après, ça va dans la bonne direction. Moi, j'aurais une question parce que c'est un aspect que tu n'as pas du tout parlé. Et vu que tu as joué quand même dans tout ce qui est cours des mineurs, l'achat de matériel, tous ces trucs-là, les livraisons de ce genre de type de matériel. Au niveau de la régulation, est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur la vision que tu as eue, l'évolution peut-être au fil du temps, parce que en arrivant si tôt et en étant toujours là aujourd'hui, j'imagine aussi les contacts avec les barrages, la manière dont tu as raconté un peu le fonctionnement du hardware, la demande et l'offre. Mais au niveau de la régulation, est-ce que tu as pu voir des évolutions conséquentes ou des moments qui t'ont marqué? Ouais, alors moi, il y a plusieurs trucs et il y a quelque chose que je dis depuis des années et qui est en train de se passer. On me prenait un peu pour un complotiste. Et alors attention, s'il y a des bitcoins maxi, là, ils vont saigner des oreilles. Ça fait longtemps que je pense et que j'affirme que les bitcoins vierges minés par des machines de bitcoin, ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps et ça aura sûrement beaucoup plus de valeur un jour. Que ce soit du bitcoin vierge, du Caspa vierge ou n'importe quelle crypto qui est minable. Pourquoi? Parce que je suis intimement, et c'est ma vision à moi, et en fait, là, ça a été confirmé quasiment il y a une semaine ou deux qu'on arrive dans cette direction-là, malheureusement. Peut-être que je me trompe, et j'espère que je me trompe. C'est que à terme, je pense qu'ils nous ne laisseront plus sortir nos bitcoins des plateformes régulées. Je pense que c'est quelque chose de très possible, comme ils ont fait avec l'or dans les années 30, de dire à tout le monde rapatriez vos bitcoins de vos ledgers vers les plateformes régulées, ou alors des ledgers, et là on y arrive, ou des hard wallets, Trésor, Tangem, je ne sais quoi, de les déclarer, tu n'auras plus le droit de sortir du système déclaré entre guillemets. Donc tu vas avoir des bitcoins ou des cryptos qui vont être flagués et des bitcoins qui vont être entre guillemets en dehors des KYC, en dehors des marchés. Et pour le moment, c'est encore le cas, tu peux avoir des bitcoins vierges et tout, mais je pense qu'un jour, ça sera plus le cas et qu'il y aura deux valeurs de chaque crypto. La crypto qui sera complètement non flaguée et la crypto qui sera flaguée que tu pourras plus rentrer, tu pourras plus sortir du système. Et là, on le voit avec la loi qui va sortir, je crois, là au 1er juillet, où les entreprises ne pourront plus recevoir des paiements crypto d'un hard wallet qui n'est pas flagué, qui n'est pas déclaré en fait. Donc je pense qu'on y arrive tout doucement, malheureusement. Et là, on peut rentrer dans un débat d'une heure entre la propriété et la possession. Je pense que d'avoir la propriété de sa crypto, c'est important pour des gens comme mes parents, qui ne souhaitent pas la possession. Et je vais vite expliquer pour moi, ce qu'est la différence entre propriété et possession. Et la possession, c'est grosso modo, tu as tes 24 mots, tu as ta seed, c'est à toi, ça t'appartient, personne ne sait que c'est à toi. C'est ton coffre-fort que tu gardes avec ton fusil, quoi. Et si on te le vole, tant pis pour toi. Voilà, on ne peut pas dire que c'était à toi, on ne savait pas. Et la propriété, c'est que du coup, tu passes par un système centralisé entre l'État, par exemple, qui dit la propriété de ces bitcoins était à monsieur Florent Gabriel, ils lui ont été volés, merci de lui rendre, et qui saisissent sur un autre compte les bitcoins. Et ça, c'est la propriété. Et je pense que c'est important d'avoir les deux, mais de toujours laisser le choix. Et malheureusement, je pense qu'ils sont en train de se diriger vers un système où ils ont envie qu'on devienne tous propriétaires de notre crypto et de ne plus les posséder. Et donc, les deux sont importants, mais il ne faut pas se laisser bouffer, en fait. Il ne faut vraiment pas se laisser bouffer, et j'ai peur que malheureusement, à ce jeu-là, on est en train de perdre. Eh ben, Merci à toi. je t'inviterai si on fait un débat sur ce sujet, je t'inviterai Florent pour que tu viennes justement nous préciser ton point de vue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette distinction. Je l'avais jamais appréhendé comme ça. Donc merci pour ça. On a deux personnes qui ont demandé la parole et à qui je vais donc la donner. On a d'abord Artemore. Vive l'angoisse. Et ensuite, on a Elijah. Vas-y, Artemore. Et bienvenue à toi. Je savais pas que mon pseudo était si angoissant. Artemore, je t'en supplie. Ouais, j'avoue, c'est le Ça carpe fait diem. celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, mais Ma question va peut-être être un peu dark aussi d'ailleurs. Non, pas dark, mais peut-être un petit peu personnel, si tu te sens à l'aise d'y répondre, Florent. Mais tu as mentionné les problèmes que tu avais eu à la suite de ton accident de voiture, je crois de cécité, non, pardon, d'opération des yeux, de forte cécité, etc. Et de maintenant avoir une vision double. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le Web3, dans la blockchain, qui sont des gens
qui ont eu des expériences de vie fortes, etc. Et est-ce que en fait cette expérience-là a pas mal genre changé ta vision que tu pouvais avoir de la vie, du monde, de ce que tu pouvais faire? Et est-ce que ça a été un catalyse pour toi de te lancer dans ce monde-là, ou est-ce que j'extrapole complètement, mais je suis curieux avec ça parce que les problématiques d'handicap, c'est un truc qui me touche aussi, donc je suis curieux d'avoir juste ton expérience de vie là-dessus. Yes, bah changer ma vision forcément vu que je la vois en double maintenant. Mais ouais. Et ouais, ça a tout changé. En vrai, il y a plusieurs trucs qui ont changé ma vie. Tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs en fait, c'est un assemblage de plein de choses qui fait ce que tu deviens en fait. Tu vois, j'avais fait un voyage humanitaire quand j'avais 21 ans, non même plus, non, je dis des bêtises, j'avais 25 ans. En Chine, j'ai vu des trucs, tu vois, je me suis dit waouh. Et en fait, quand tu assembles un peu tout ce qui t'arrive et tout ce que tu as vu, j'ai fait beaucoup de voyages, hein, je me suis baladé en backpack à pas mal d'endroits. Et en fait, ça te forge. Ça te forge et ça te donne une autre vision. Et oui, le fait d'avoir été dos au mur suite à cette opération, clairement, j'ai trouvé toutes les solutions. Là, j'ai parlé de mining de Bitcoin, mais en vrai, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'était de planter de la bœuf dans mon garage, hein. C'était, tu vois, je veux dire, sauf que je fumais pas et je voulais pas aller en prison, donc je dis, il faut que je trouve autre chose. Donc, c'est vraiment, tu te casses la tête. À ces moments-là, en fait, tu dors pas. Et en fait, c'est assez bizarre comme sensation, et je pense qu'on est plusieurs dans le Web3 à voir ça. J'en parlais avec d'autres, hein. C'est que cette sensation quand il y a une merde qui te tombe dessus, aujourd'hui, je pense que je suis un peu maso, tu vois. Typiquement à Paris Blockchain Week, on était sur notre stand il y a une semaine, et on a une livraison qui se fait bloquer en Islande par la douane pour un problème de paiement de TVA. Enfin bref, une grosse merde qui nous tombe sur la gueule, la banque islandaise qui bloque le truc et tout. Et en fait, et j'ai déjà EDF, tu vois, c'était le cas. Bon, ça y est, j'ai dit le nom de la boîte. Et On n'est pas sur et TF1, mon frérot, on ouais. s'en fout. Ouais, 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 ouais. De toute façon, je te Tout le monde raconterai. avait deviné, hein. Il y aura bientôt une nouvelle péripétie. Elle sera incroyable. On attendra la Allez, prescription. le rendez-vous est Non, pris. non, ouais, grave. Faut attendre la prescription et que ça soit fini l'histoire. Et merde, je disais quoi? Oui. Et en fait, autant je déteste ce sentiment, tu sais, qui te prend à l'estomac, genre merde, c'est la merde, et en même temps, je le kiffe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je Ouais, sais pas bah, de si toute vous avez ce façon, truc, tu vois, de ça y est, c'est le rush, ça y est, c'est la merde, il y a une merde qui nous tombe dessus et il faut régler la merde. Et en fin de compte, c'était exactement pareil quand je travaillais sur mon barrage. C'est-à-dire, moi, le moment où j'étais le plus heureux, c'est quand il y avait une putain de panne de malade à 1 heure du matin, tu vois, en mode le sentiment d'urgence, de mode pompier, genre on va régler le ça problème, te tu vois, faut permet de te trouver la sentir solution. vivant, en fait, et Ouais, utile. ouais, grave. Et le challenge. De toute façon, je crois que n'importe qui a entrepris ou qui va le faire, hein, de toute façon, va être confronté ou a été confronté à ça. Parce que si tu veux le confort, bah, sois salarié d'une boîte, tu as ton salaire qui tombe tous les mois. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de péripéties en tant que salarié, hein. Attention, il y en a aussi, hein. Mais l'enjeu n'est pas le même, puisque ta responsabilité, elle est finalement très diluée en fonction de ton rang dans l'entreprise. Mais c'est vrai que quand tu es en tête, hein, de l'entreprise, bah, dès qu'il y a une galère, bah, c'est toi, quoi. Donc ouais, je pense on peut comprendre ça. En tout cas, toute personne qui a entrepris peut comprendre ce sentiment. Mais visiblement, toi, il est exacerbé chez toi. Donc c'est intéressant d'entendre ça. Ouais, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien. Franchement, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et ce qui est vrai aussi dans le Web 3, que j'ai pas vécu ailleurs, c'est que j'ai l'impression de croiser mes potes geeks du lycée, tu vois, ou du collège. Genre, tu sais, le seul mec ou le deuxième mec qui est avec toi un peu devant, tu vois, qui est, en gros, enfin, moi j'ai subi le harcèlement scolaire quand j'étais gosse, tu vois, et quand je suis rentré dans le Web3, j'ai dit, ça y est, tous mes potes, ils sont là, en fait. C'était tous les mecs qui étaient comme moi dans chaque salle de classe. J'ai dit, en fait, on s'est tous retrouvés ici, c'est un truc de malade. Tous les nerds, les trucs et tout. Tu vois, moi, j'avais qu'une hâte, Les c'est de nerds rentrer du reprennent le collège. pouvoir. Grave, genre moi j'avais qu'une hâte, c'était me barrer du collège où je me faisais taper et casser la gueule pour redevenir le gros chef de guilde de Dofus, tu vois. C'était ça mon kiff, tu vois. Je pense qu'il y en a ici il y en a ici qui comprennent et qui ont sans doute vécu ce dont tu parles. Moi, non, pour être très honnête, mais je sais que c'est partagé par certains ici. Donc, ça fait plaisir d'avoir des builders qui ont réussi et qui réussissent, en tout cas, raconter aussi ces moments un peu difficiles qu'ils ont vécu et qui les ont forgés, comme tu le dis. Donc, non, c'est très, très cool. Je vais laisser Elijah poser sa question. Salut Elijah, j'espère que tu vas bien. Alors, Elijah, ton micro est mute, donc active-le pour pouvoir poser ta question.
Et sinon, tant pis. Je vois, Foudre, que tu as réagi à l'anecdote de Florent. Tu as peut-être une question ou un mot pour Florent, Foudre? Alors, pas spécialement de questions, mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit par rapport à comment on arrive dans la crypto et qui y arrive, si tu veux. C'est qu'il y a, enfin, pour moi, je vois deux types de profils. Tu as les gens qui ne sont pas forcément trouvés intellectuellement dans, on va dire, le moule du système actuel et qui ont tellement vogué qu'ils sont arrivés là un peu par hasard. Et tu as d'autres personnes, en fait, qui ont été soit dans la merde, soit qui ont dû trouver des solutions improbables à des problèmes improbos. Ça se dit pas improbable. Oh, pas sûr. Ouais, on a compris. Improbable, c'est bien. Hein, Ouais, je sais pas pourquoi. avec ça un m'a S à la fin, t'inquiète, ça marche. Et c'est marrant parce que, ouais, comme tu dis, on se retrouve là et quand tu rencontres vraiment les gens, quand tu sors de cette bulle un peu Twitter et que tu vraiment rencontres les gens avec qui tu discutes depuis des mois, voire des années pour certains, et tu te dis, mais en fait, on est les mêmes. Tu vois, genre, on a une matrice de pensée qui est très en phase. Niveau caractère, on est souvent aussi très semblables et je trouve ça génial. Enfin, genre, il y a quelque chose dans ce secteur qui est assez spécial, quoi. Ouais, c'est vrai, on est tous des TDAH qui se sont retrouvés, c'est incroyable. Vas-y, Arnaud. Ouais, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Foudre. On a une chance avec l'industrie crypto. Toi, avec tes cheveux, Euh, t'as pas été harcelé à l'école, à mon avis, Arnaud. Dis la non, vérité. franchement, je vais te dire un truc. Moi, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui était béni de la curiosité. Je suis ultra curieux et effectivement, j'ai la chance d'avoir deux parents qui ont fait que je suis pas trop moche et voilà. Donc franchement, je me suis pas fait emmerder. Par contre, j'avais un problème, c'est que jusqu'à mes 16 ans, j'étais tout petit et j'avais par contre la plus grande gueule de toutes. Donc voilà, il m'est plus arrivé des bricoles, donc il a fallu que je me constitue une équipe de garde du corps. Enfin bref, voilà. J'ai fait 7 ans d'internat, donc voilà, j'en ai pris des mandales. Mais pour revenir sur ce que disait Foudre, on a une chance extraordinaire avec les cryptos, c'est que on peut participer à la naissance d'une industrie. Et en fait, la naissance d'une industrie, ça crée comme un espèce de front pionnier, où il y a naturellement des gens qui vont au front, et naturellement, ça segmente. Il y a beaucoup de risques au début, et donc seules les personnes qui ont une aversion au risque très faible viennent entreprendre sur ce front pionnier. Et plus le temps passe, plus ça devient voilà, plus ça devient sécurisé, et donc plus on voit des personnes avec des profils un peu plus normaux qui débarquent. Et moi, Corporate, je me suis ouais, des grandes écoles. Ouais, exactement. Et c'est vrai que moi, je me souviens de cette sensation. Avant de venir à temps plein dans le Web3, j'étais un mec qui était start-upper dans le Web2. Et en fait, quand le Web3 est arrivé et a commencé à se développer, je n'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer quoi et de participer à ce truc qui est extraordinaire parce qu'en fait ça arrive très très rarement et je pense que c'est exactement ce que doivent ressentir les gens qui bossent dans le spatial sur des projets super excitants comme réenvoyer des gens sur la Lune, aller envoyer des gens sur Mars. Tu as un sentiment de confrérie qui se crée parce que c'est extrême. Et à mon avis, c'est exactement ce que tu as dû ressentir quand tu bossais sur ton barrage. Et en fait, c'est extrême, donc ça crée des liens entre les gens qui sont, comme tu disais, c'est mes frères d'armes, les mecs, c'est ma famille. Et là, c'est un peu ce qu'on vit dans le Web3, c'est un peu ce qu'on ressent quand on va dans les événements et qu'en fait, on retrouve des gens qui viennent du monde entier et qui sont les mecs qui sont avec nous dans les tranchées. Bon, ça devient, les tranchées sont un peu moins des tranchées chaque année, mais il faut encore profiter de ces quelques moments parce que c'est encore quelque chose de pas commun. Florent, si tu veux réagir et ensuite Olam. Non, Florent? Ok, vas-y, Olam. Oui, Florent vient de désactiver son micro. Non, c'est bon, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend. Je sais pas si tu Ouais, voulais c'est bon, réagir c'était. à ce que Non, disait c'était. Arnaud.
Ma limite journalière d'application qui m'a fermé Twitter et qui me l'a réouvert, c'est le Ah, temps et ok. temps de screen sur Twitter par jour, T'as Instagram bien et raison. compagnie. Ça m'a coupé la cheville. Non! Non, Euh, ce que je disais, c'est que, alors moi, ça ouais. m'a coupé quand tu parlais de frères d'armes, et effectivement, c'était complètement le cas, hein. C'était complètement le cas. Et d'ailleurs, tu vois bien que les équipes qui étaient d'astreinte étaient beaucoup plus soudées que les équipes qui bossaient juste la journée ensemble, qui faisaient de la maintenance courante et tout. Et je vais rebondir par rapport à la crypto. C'est une crainte que j'avais eue quand j'ai quitté Summit. Je me suis dit, qui va me tourner le dos? Est-ce que y a des gens qui m'ont parlé juste parce qu'ils étaient intéressés, parce que j'étais C-level d'une grosse boîte, qui va rester là entre guillemets parce que je repars complètement broke. Faut savoir que j'ai tout laissé dedans, tu vois, donc je suis reparti vraiment flat, même en termes de personne physique, quoi. Donc, j'ai été ultra surpris, parce que tu vois, c'est quelque chose qu'on me disait souvent, ouais, le Web3, milieu parisien, tous des faux culs, blablabla, blablabla, et j'en passe des trucs plus ou moins racistes. Et, ben, j'ai été agréablement surpris parce que franchement, le jour où j'ai créé Blob, j'ai eu plein de gens qui m'ont tendu la main. Bien sûr, il y a des gens qui ont disparu et qui ont réapparu après, ça c'est normal, mais je vois plutôt le verre toujours à moitié, même complètement rempli qu'à moitié vide. Et tu vois, bah, typiquement, Benjamin Cohen est le premier qui m'a dit Flo, tu passes sur le Crypto Daily, tu racontes ton histoire, tu parles de Blob. La boîte venait d'exister, quoi. Et ça m'a aidé vraiment à me lancer. Et derrière, pareil, tous les potos, bah, comme toi aujourd'hui qui m'invitent sur les podcasts, qui me font confiance, qui reconnaissent aussi l'expertise. Et ben, franchement, jamais j'aurais cru pouvoir redécoller aussi vite, aussi fort et aussi bien accompagné en vrai. C'est normal, frérot, tu mérites. Olam et ensuite Kev Fou. Et on essaie de faire assez vite parce qu'on devra fermer le space dans 6 minutes et on ne peut pas faire davantage parce qu'après il y a Clash de Blockchain, 3e édition. Vas-y, Olam. Super, je fais vite. Merci déjà Flo pour la qualité de ton intervention. C'est toujours cool de t'entendre. Moi, ça fait 3 ou 4 fois que j'entends ton speech, une fois sur Lyon, une fois en visio, une fois en ci, en ça. Mais c'est toujours aussi intéressant. L'autre chose, je vois 2 points, c'est par rapport à ce qu'a dit Arnaud sur tout ce qui est l'industrie spatiale, etc. En fait, pour moi, les cryptos aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une phase d'exploration incroyable et je trouve que c'est vibrant. La deuxième chose que je vois, et après j'ai fini avec ça, c'est ce que disait Flo tout à l'heure sur le côté se lancer à son compte, entrepreneurial, etc. Et on est tous les mêmes dans cet écosystème. On n'est pas tous les mêmes et c'est